Je suis Evelyne Manine et je suis chef de projet de la mission de coordination du PRITH. Bonjour Kevin. Bonjour, donc Kevin Pascovac, chargé d'appui de développement pour la coordination du PRITH également. Donc Kevin, nous sommes ici pour donner le top départ de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors en Nouvelle-Aquitaine, cette Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées s'inscrit dans un plan régional qui est beaucoup plus large et qui vise à mobiliser l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation autour des questions de l'accès à l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il est piloté par 5 institutions que sont l'État, représenté par la directe ici, l'ARS, le FIPHFP, Pôle emploi et la GFIP. Tous les pilotes ne sont pas présents évidemment aujourd'hui, mais nous avons la joie d'accueillir Laurence Bernet. Bonjour Laurence. On ne vous entend pas, Laurence? Oui, il faut remettre son micro. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Laurence, vous représentez ici l'État et vous êtes chef du service insertion et emploi de la directe. Exactement. Et nous accueillons aussi Antoine Malzieu. Bonjour Antoine. Vous êtes délégué régional de l'AGFIP Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, oui. Ben, bonjour à toutes et à tous. Donc nous vous donnerons évidemment la parole tout à l'heure. Un grand merci à Karine Tanguy, qui sera ici notre interprète en langue des signes française tout au long de ce webinaire. Alors voilà, bonjour à toutes les personnes sourdes qui nous écoutent. Karine, vous avez peut-être des petits conseils à donner aux personnes malentendantes qui nous écoutent, qui nous souhaitent. Merci. Merci Karine. Kevin, je crois que nous avons aussi des invités surprises. Tout à fait. Alors justement, nous avons la chance pour cet événement d'accueillir Guillaume Batz, humoriste connu pour ses spectacles et participations à diverses vidéos, et Philippe Croison, donc chroniqueur et athlète, connu par exemple pour sa traversée de la Manche en 2010. Ces deux personnalités vont nous rejoindre par le biais de vidéos humoristiques réalisées spécialement pour l'occasion par Jérémy Ferrari, donc metteur en scène et comédien. Merci Kevin. La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, cette année, donc c'est du 16 au 22 novembre. L'objectif au cours de cette semaine, c'est de concentrer un maximum d'actions de communication afin de lutter contre les représentations et les préjugés qui freinent l'accès à l'emploi des personnes handicapées et aussi peut-être parfois leur maintien dans l'emploi. Alors cette semaine sera marquée le 19 novembre par le DUOD, qui permet la rencontre d'une personne handicapée avec un employeur public ou privé. Alors cette année, la mobilisation de tous sur ces deux actions est particulièrement importante parce que la crise économique et sociale qui est en lien avec l'épidémie de Covid menace plus particulièrement les situations les plus fragiles, dont peuvent faire partie les personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment très important cette année de pouvoir maintenir des actions. Alors, sans transition, une première question, Laurence Bernet. On connaît le rôle de la GFIP, du FIPHFP, mais quel est le rôle de l'État en matière d'emploi des personnes en situation de handicap? Alors, l'État œuvre depuis fort longtemps sur la mobilisation de tous pour l'emploi des personnes en situation de handicap, en dehors des textes de loi qui sont sortis depuis de nombreuses années et qui démontrent la volonté de l'État que les personnes en situation de handicap ne soient pas exclues déjà des dispositifs de droit commun. C'est extrêmement important. Donc, en ce contexte sanitaire particulièrement éprouvant pour tous, l'État renforce cette volonté avec ses partenaires et a souhaité vraiment mettre en place des actions spécifiques qui visent à mobiliser
l'ensemble des acteurs, entreprises, salariés, pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, la politique qui est mise en œuvre et qui est mise en avant en ce moment compte tenu du contexte est d'une part de rendre les entreprises plus inclusives. Ça veut dire que toute entreprise devrait pouvoir accueillir une personne en situation de handicap. Et l'objectif pour atteindre cette vision est de parler davantage du handicap à l'intérieur des entreprises. Cette semaine, pour l'emploi des personnes en situation de handicap est l'occasion d'échanger au sein des entreprises, et le DuoD est également un outil qui permet de faire rencontrer les personnes et de faire tomber un certain nombre de préjugés. Ensuite, bien sûr, il faut favoriser l'accompagnement des personnes handicapées dans leur recherche d'emploi. Donc, c'est un travail que nous menons, que l'État mène avec Pôle emploi, les Cap emploi, les missions locales, pour que, quel que soit l'âge de la personne, elle puisse être accompagnée dans sa recherche d'emploi. C'est important, parce qu'on sait que c'est quand même de plus en plus difficile aujourd'hui d'accéder à l'emploi. Ensuite, l'État met en œuvre ces derniers temps des aides financières pour booster l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises. C'est une façon d'inciter les entreprises à choisir une personne handicapée, en tout cas de faire en sorte qu'elle ne soit pas laissée sur le bord de la route en ces périodes un peu difficiles. Donc, différentes incitations financières sont mises en œuvre aujourd'hui. Nous avons une aide à l'embauche qui peut aller jusqu'à 4 000 euros pour toute entreprise ou association qui recrute une personne titulaire de la RQTH, reconnaissance de la qualification des travailleurs handicapés, soit pour un CDD de 3 mois minimum ou en CDI, entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. C'est une aide qui est assez limitée dans le temps, mais qui vise à renforcer la possibilité de recrutement. Il y a également, en faveur de l'alternance, une aide qui est renforcée pour les personnes en situation de handicap et qui peut aller de 5 000 à 8 000 euros selon l'âge de la personne. Ce sont des décrets qui sont sortis très récemment et qui visent vraiment à mobiliser toutes nos aides et mobiliser les entreprises également pour permettre à toute personne en situation de handicap de ne pas rester sur le bord du chemin. Il faut mettre ton micro, Evelyne. Et bien voilà, c'est moi qui me fais piéger. Les joies du direct, donc. Donc, merci Laurence. Vous avez parlé d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc là, l'objectif, c'est bien de donner une place pleine et entière aux personnes handicapées en emploi. Mais voyons comment Guillaume Batz et l'équipe de Dark Smile Productions voient les choses. Voici. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Vous m'appelez ici. Monsieur, bonjour. Votre préféré. Bonjour. Je vous en ai ouvert un. Monsieur Tremblay? Oui, ça va, merci, oui. Oui, super. L'entreprise est top. Non. Si j'ai besoin d'un truc, j'hésite pas à vous le dire. Voilà, on fait comme ça. Non, m'achetez pas de voiture, ça sert à rien. Bah, j'ai pas le permis. Au cas où. Bah, au cas où, achetez-moi un avion. Ouais, j'ai fait une boulette. Bah, je me suis trompé, bah, sur la facture Armatube, j'ai fait un virement de 100 000 euros au lieu de 10 000. Pas d'explication, pas concentré, un jour sans, quoi. Un nouveau clavier? Pourquoi faire? Vous n'allez pas m'augmenter alors que je viens de vous faire perdre 90 000 euros. Je veux juste savoir ce que je dois faire avec cette putain d'erreur comptable. Une thalasso? Un soin aux pierres chaudes? Bah, vous savez quoi? Merde!
L'inclusion, c'est aussi reconnaître les fragilités de l'autre, mais sans misérabilisme. Mais pleurez pas, chef. Mais non, vous n'êtes pas nul. C'est moi qui me suis emporté, voilà, ça arrive. Oui, j'ai bien reçu les fleurs et le chocolat. Allez, séchez vos larmes, arrêtez de pleurer. Bisous. L'inclusion, c'est créer des conditions collectives permettant à chacun de faire valoir sa personnalité, ses talents, ses idées, son énergie pour apporter le meilleur de soi au projet commun. Douce nuit, belle nuit, dormez bien, monsieur Tremblay. La main. Vous dormez. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ton micro, Evelyne. Guillaume Batz semble avoir trouvé l'entreprise idéale. Antoine Malcieu, est-ce que ça se passe toujours comme ça? Existe-t-il encore des freins à l'embauche des travailleurs handicapés? Non, cette vidéo, en fait, elle nous interpelle sur la relation qu'on peut avoir avec les personnes handicapées et sur, voilà, elle pose la question des idées reçues et des représentations qu'on peut avoir sur les personnes handicapées en général. Donc, c'est peut-être l'occasion de dire que la première discrimination qui existe aujourd'hui, c'est justement la représentation qu'on peut avoir des personnes handicapées, du handicap, la méconnaissance en fait qu'on a de ce sujet. Et souvent, voilà, on peut associer des difficultés si on fait appel à une personne handicapée, difficultés à s'intégrer dans un collectif de travail, à tisser des relations sociales, à comprendre, à appliquer des consignes, à prendre des initiatives et être autonome. Donc, à être constante. Souvent, on associe handicap et puis à une maladie récurrent. Voilà, c'est des représentations que le grand public, que l'ensemble des gens peuvent avoir et qui constituent un réel frein au recrutement et à l'accueil d'une personne handicapée. En fait, cette vidéo, elle nous appelle simplement à se comporter de manière normale et de manière très simple avec les personnes handicapées. C'est peut-être aussi l'occasion de dire que y a très souvent dans les représentations qu'on peut avoir, on considère que le handicap est visible et que il est acquis à la naissance. Donc c'est peut-être aussi là l'occasion, cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées, de dire que dans 86% des situations, le handicap survient au cours de la vie et que dans 8 situations sur 10, en fait, il est invisible. Donc, voilà, dire en conclusion que le handicap revêt des aspects souvent méconnus, qu'il faut vraiment en démystifier les représentations qu'on peut avoir, et puis arrêter de se focaliser sur ce que les personnes handicapées ne sont pas, mais bien sur ce qu'elles sont véritablement, voilà, en tant que personnes et en tant que compétences. Alors justement, nous allons parler des préjugés et des représentations sur le handicap tout au long de ce webinaire et de la SEPH. Juste avant de continuer de donner la parole à nos invités, je propose que nous écoutons et voyons ce qu'en disent Guillaume Batz et ses complices. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour l'entretien d'embauche? Ouais, vous travaillez ici? Oui. Oh, bah ça va, je suis tranquille. Comment ça? Je dirais, ils ont pas l'air très regardants sur qui ils prennent, quoi. Vous avez répondu à une annonce cherche sosie de Gollum. Vous avez été pris, quoi. Oh, prof. Oh, je déconne. Monsieur Jeunesse, Monsieur Carpentier va vous recevoir. L'inclusion, c'est faire en sorte que notre société considère les personnes en situation de handicap ainsi que toutes les personnes ayant une quelconque déficience comme normales. Monsieur Carpentier, bonjour. Monsieur Jeunesse, rebonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci Laurent, vous pouvez nous laisser.
Je suppose que j'ai pas le job, quoi. Ça dépendra si vous réussissez votre entretien d'embauche, monsieur. Parce que moi, contrairement à vous, je ne m'attarde pas sur les apparences. Les travailleurs handicapés peuvent aussi avoir des postes à responsabilité. Changer de regard sur le handicap est un pas supplémentaire vers l'inclusion. Alors, suite à cette deuxième vidéo, Laurence Bernet, la lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes est l'un des chevaux de bataille de l'État. Comment faire aujourd'hui? Comment pouvons-nous faire pour rendre les entreprises privées et publiques plus inclusives? Alors oui, en effet, la lutte contre les discriminations de toutes sortes est un enjeu fort pour l'État. Alors, la lutte contre les discriminations liées au handicap, comment les mettre en œuvre? Alors, bien sûr, on le voit dans la vidéo, les affaires de préjugés, ça ne concerne pas que les employeurs. Les préjugés vis-à-vis du handicap sont nombreux, on le sait bien. Mais si on veut favoriser l'accès à l'emploi, il faut bien aussi lutter contre les préjugés des employeurs. Il faut vraiment changer le regard des entreprises. Il faut parler handicap. On l'a dit tout à l'heure, il faut expliquer que 80% des handicaps sont invisibles et que tout le monde peut être concerné dans sa propre carrière suite à des problèmes de santé. C'est aussi un de ces objectifs de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. C'est important de mobiliser un grand nombre d'actions en ce sens. Ensuite, bien sûr, il y a la législation. En inscrivant dans la loi depuis 1987 l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les entreprises, qui oblige toute entreprise de plus de 20 salariés à employer 6% de travailleurs handicapés au sein de son effectif, c'est aussi un levier important et on en parlera tout à l'heure. Mais il faut multiplier les occasions de rencontres. Et le duo-D, ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages, sont de bons outils. Parce que quand on se connaît mieux, eh bien, on voit la personne avec ses qualités, ses compétences, avant de voir le handicap. Enfin, il s'agit aussi d'accompagner les employeurs à mieux intégrer les travailleurs handicapés. Nous en parlerons tout à l'heure avec la GFIP et certaines vidéos humoristiques, nous les présenterons d'une façon plus amusante. Mais autant l'accessibilité est un sujet important que nous avons traité dans la partie suivante. Merci Laurence. Donc, nous continuons. Les entreprises publiques et privées sont soumises à une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais nous allons voir jusqu'où peut aller la politique des quotas. Alors, du coup, pousser vraiment à l'extrême. Regardons. Tout employeur de moins 20 salariés doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. Bon, je vais pas vous mentir, clairement, je n'ai aucune compétence en comptabilité. Aucune. Mais ne vous inquiétez pas, hein, nous les jeunes, on sait se démerder, hein, on est ultra connectés, on est en avance, on est dans le futur, on n'est plus dans les tableaux Excel. Catherine, t'as rempli la colonne B2 avec la bonne formule et tout. Non, c'est fini tout ça. Nous, on est avec ça, par exemple, on peut résoudre tous les problèmes, quoi. Les applications pour tout. Compta Pro, par exemple. Ouais, bon, ça reste quand même un tableau Excel au final. Donc, il faudra peut-être prévoir une petite formation de compta. L'obligation d'emploi concerne tous les salariés du secteur privé ou public, quelle que soit la nature du contrat. L'employeur doit déclarer chaque année le nombre d'emplois occupés par un travailleur handicapé pour justifier qu'il respecte son obligation d'emploi. Et avec l'application calculatrice, c'est encore plus simple. Regardez, 16 plus 8, 24. Plus dur, 1258 divisé par 45, 27,6666667. Et tout ça sans diplôme de comptable. Vous correspondez parfaitement au profil de directeur financier que nous recherchons. Bravo, vous êtes embauché. Voilà. Si l'employeur ne respecte pas son obligation d'emploi, il doit verser une contribution annuelle. Bonjour, je viens pour le poste de serrurier. Eh bien, vous êtes engagé. Jouez le jeu, mais pour les bonnes raisons.
voilà, nous avons vu un petit peu l'esprit de la loi sur l'obligation d'emploi poussé pour le coup à son extrême. Antoine, Laurence, faut-il embaucher une personne handicapée parce qu'elle est handicapée? Certainement pas. Tout le monde s'en doute. Chaque métier nécessite des compétences adaptées et tout employeur qui recrute recherche d'abord des savoir-faire et des savoir-être. Il faut que les personnes en situation de handicap apprennent à valoriser leurs atouts pour que des employeurs voient leurs compétences et non leur handicap. Moi, je souscris pleinement à ce que vient de dire Laurent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas recruter une personne handicapée parce qu'elle est handicapée. Mais il faut reconnaître aussi qu'il existe une obligation d'emploi des travailleurs handicapés depuis 87. Et il faut reconnaître qu'elle a été et qu'elle est toujours un levier pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, j'ai envie de dire tant mieux si cette loi en fait est un moyen de satisfaire à la fois une obligation légale et puis qu'elle présente une opportunité en fait de s'ouvrir à l'emploi des personnes handicapées et par ce biais-là de faire appel à leurs compétences. Voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de dire que il y a des entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi, il y a celles qui ne le sont pas, notamment les entreprises de moins de 20 salariés. Et que ces entreprises-là, bien c'est un recrutement s'effectue, un recrutement sur deux s'effectue dans les entreprises de moins de 20 salariés. Donc voilà, elles ne sont pas, elles, soumises à cette obligation d'emploi. Ensuite, c'est peut-être l'occasion de dire que de faire appel et de recruter une personne en situation de handicap, c'est une opportunité, voilà, pour un employeur de s'enrichir de la diversité en bénéficiant d'une ressource humaine motivée et volontaire. C'est un investissement humain utile, c'est aussi le reflet de notre société. Donc, investissement humain utile pour un employeur, car cette personne peut tisser du lien social, de la solidarité, de la cohésion au sein d'un collectif de travail. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de faire évoluer, d'améliorer l'organisation, le mode de fonctionnement, les conditions de travail au sein d'une entreprise. Et ça peut être source d'ingéniosité et de productivité. En tout cas, les enquêtes et les sondages qu'on a pu mener confirment en fait que les personnes handicapées sont considérées par leur employeur comme des personnes très consciencieuses, très impliquées, très fidèles. Donc, on leur reconnaît des qualités en termes de volonté, de motivation et une vraie capacité d'adaptation. C'est aussi des personnes qui, par leur parcours et puis les ruptures qu'ils ont pu avoir de par leur état de santé, voilà, ont su aussi, par leur énergie et leur motivation, s'adapter. Bon, et puis c'est peut-être cette semaine pour l'emploi, c'est peut-être aussi l'occasion de dire qu'aujourd'hui, il y a 14% encore d'employeurs restant en Nouvelle-Aquitaine qui n'ont pas fait le pas d'embaucher, de recruter une personne handicapée. Voilà. Dire aussi que il y a une quinzaine d'années, nous étions sur un taux 3 fois supérieur. Donc on a aussi mené des pas et on connaît des avancées importantes sur l'emploi des personnes handicapées. Alors, pour aller au-delà des représentations négatives et des préjugés donc à l'embauche, pour l'embauche des personnes handicapées pour de bonnes raisons, le plus simple est certainement de se concentrer sur leurs compétences. Pour cela, donnons la parole à nos invités surprises sur ce sujet. Bon, je vais être totalement honnête. Nous, ici, on est totalement prêts à embaucher des gens en situation de handicap. C'est juste que là, enfin, comment dire, vous êtes très, très handicapé quand même. Non mais vous plaisantez. Je suis pratiquement surqualifié pour ce poste. Je suis ingénieur en aéronautique, monsieur. J'ai travaillé pour les plus grands du secteur. Pendant 7 mois, j'ai travaillé en Guyane, sur la fusée Ariane. Elle a décollé ou elle n'a pas décollé? Oui, elle a décollé. Donc il n'y a pas de problème avec mon handicap. Oh là, je sais, mais... tiens, pour se dire bonjour, par exemple, comment on fait? Ah, et voilà.
Embaucher une personne handicapée, c'est avant tout embaucher une compétence. Bonjour. Oh là là. C'est pas génial non plus, mais lui au moins il peut ouvrir une porte tout seul. Et je peux même me toucher les genoux sans me baisser. Ah oui, impressionnant, oui, ça sert à rien, mais très impressionnant. Vous avez des compétences techniques en aviation, en aéronautique? Bah, je sais construire des avions au papier. Voilà. Vous pouvez construire des avions en papier, vous? Bienvenue dans la boîte. Merci. Il convient de changer de regard en s'intéressant d'abord non pas au handicap de la personne et aux éventuelles contraintes qu'il peut générer en situation de travail, mais au savoir-être et au savoir-faire de la personne. Faut vraiment que j'arrête de mentir sur mon CV. Alors, Antoine Malézieux, est-ce que l'approche compétence permet vraiment de dépasser les préjugés sur le handicap? Je crois que votre micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Non, simplement pour réagir par rapport à votre question, c'est rappeler que l'approche compétence, c'est vraiment la carte à jouer hein, dans la relation à l'employeur. Bon, on vient déjà de l'évoquer, mais c'est important d'insister sur ce sujet, puisque c'est vraiment l'occasion de faire valoir pour les personnes l'opportunité donc de se former pour acquérir de nouvelles compétences, notamment en matière de savoir-faire. Et derrière la formation, il y a l'idée d'être en contact avec une entreprise, un employeur et une équipe de travail, notamment via les stages qu'offre la formation. Donc, carte à jouer, car elle représente une chance d'être en immersion dans une entreprise et de se faire apprécier. On l'a déjà évoqué, mais c'est important de le souligner, se faire apprécier en tant que personne et permettre à un employeur ou à des collègues de travail de démystifier leur appréhension, leur crainte, peur du handicap. Voilà, donc un excellent moyen d'être en contact avec un employeur et surtout derrière de se faire embaucher à l'issue de la formation. Donc j'insiste fortement sur cette chance qui s'ouvre et se présente à l'ensemble des personnes handicapées, surtout aussi dans la perspective de la sortie de crise sanitaire. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de vous dire que sur la formation professionnelle, l'État, donc via la Direct, la région, Pôle emploi, l'AGFIP, le FIP, on mobilise des moyens très importants sur ce domaine et que toute personne en situation de handicap qui a un projet de formation professionnelle, bien évidemment avec l'emploi et les opportunités qu'il offre en la matière, mais pourra concrétiser son projet professionnel et surtout le financer. Dire aussi que les organismes de formation en Nouvelle-Aquitaine sont sensibilisés, mobilisés, professionnalisés à l'accueil des stagiaires handicapés. Donc, ils sont tous, enfin, il y a beaucoup d'organismes de formation qui sont engagés dans une démarche qualité handi accueillante, qui a un référent handicap dans les organismes de formation, référent handicap qui va se charger en fait avec la personne handicapée, son conseiller à l'emploi, le centre ressources formation handicap, de faire appel, si nécessaire, à des organismes spécialisés, aussi à une plateforme de prêt de matériel, voilà, pour identifier et installer les solutions de compensation du handicap. Ces fameuses solutions qui permettent de lever les freins rencontrés éventuellement par le handicap des personnes. Alors, ça peut être un siège ergonomique adapté, ça peut être du matériel numérique, ça peut être des allumettes. Donc là, il existe voilà, un certain nombre de solutions qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins. Donc vraiment, en conclusion, c'est terminé en invitant toutes les personnes en situation de handicap à jouer la carte de la formation professionnelle, mais aussi celle de l'alternance, hein, qui présente à la fois le volet emploi et le volet formation,
parce que derrière, c'est renforcer ses compétences et puis c'est donner aussi l'opportunité de découvrir de nouveaux secteurs d'activité, de nouveaux métiers, et donc d'augmenter ses chances d'accès ou de retour à l'emploi. Merci beaucoup Antoine Malzieu. Alors, lorsqu'une personne en situation de handicap a trouvé un emploi correspondant à sa formation et à ses compétences, on l'aura bien compris, il faut qu'elle puisse se rendre sur son poste de travail. Alors, parfois, les moyens existent, mais encore faut-il pouvoir les trouver. Regardons. L'accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au lieu de travail. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Hein? Vous allez voir, l'accueil est facile à trouver, qui disait, hein? Ah bah je vois ça. Oh là là. Bonjour Guillaume, bienvenue pour votre premier jour. Désolé, mais c'est pas très accessible ici, hein? Bah, pourquoi vous n'avez pas pris l'ascenseur? Bonjour. Eh oui. En même temps, pas facile à trouver votre ascenseur, hein? Allez. L'accessibilité permet l'autonomie et la participation des personnes ayant un handicap en réduisant, voire supprimant, les discordances entre leurs capacités, leurs besoins et les différentes composantes de leur environnement. Donc, Guillaume Batz semble avoir réussi à arriver sur son lieu de travail, mais nous allons voir que maintenant, il a une vision de l'aménagement de poste qui lui est tout à fait personnelle. Le handicap n'est pas incompatible avec le travail. Des solutions adaptées peuvent compenser des difficultés d'une grande diversité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Romain, viens ici. Romain, Romain, est-ce que tu penses sincèrement, je te le demande, hein, que ces sachets de café lyophilisé sont adaptés à une personne en situation de handicap? Je ne crois pas, Romain. Trouve une solution parce que là, je suis colère, hein. Un poste de travail et des locaux adaptés facilitent l'intégration et la réussite des collaborateurs en situation de handicap. Ah, ben voilà des vrais grains frais moulus pour ma tasse. Ça, c'est adapté à une personne en situation de handicap. Bravo, Romain, bravo. Eh ben, Romain, reviens, petit papillon. Il va pas se faire tout seul, mon café. Ça serait pas du tout adapté à une personne en situation de handicap, voyons. Merci, Romain. Ça va? C'est assez adapté là? Presque. Mais je note l'effort, Romain. Bravo. Parallèlement à l'aménagement du poste de travail, il est aussi souhaitable de travailler à l'aménagement de l'environnement de travail. Ah ouais, ça c'est top. Ah ouais, génial. Tu vois, Romain, ça c'est adapté à une personne en situation de handicap. Ah ouais. Ah ouais, génial. Antoine Malzieu, c'est peut-être un peu excessif comme aménagement de poste. Que se passe-t-il dans la vraie vie? Si je suis un employeur, une personne en situation de handicap, des besoins d'aménagement qui se présentent et qui sont nécessaires, que dois-je faire? Eh bien, écoutez, peut-être dire déjà que dans cette vidéo, on n'est pas proprement dit sur l'aménagement d'une tâche de travail, mais en tout cas, ça permet d'aborder le sujet. Eh ben, dans la vraie vie, peut-être dire que seuls 15 emplois sur 100 nécessitent un aménagement du poste de travail. Donc, ça permet aussi de relativiser. Et puis souvent, là où les solutions de l'aménagement du poste sont simples et peu coûteuses. Donc, alors comment, enfin répondre à votre question, comment on procède? Eh ben, il suffit tout simplement de faire appel au médecin du travail. C'est le seul aujourd'hui qui est compétent pour
apprécier les capacités de la personne à effectuer des tâches et proposer, si nécessaire, des solutions pour compenser une contre-indication médicale. Voilà, donc faire appel au médecin du travail. Ce médecin du travail peut aussi s'appuyer sur l'expertise de Cap Emploi, qui est un opérateur de maintien spécialisé et habilité par l'État, la GFIP et le FIP. Et Cap Emploi pourra aider l'employeur et le salarié à identifier et rechercher en fait les solutions d'aménagement du poste de travail, qu'il fera ensuite valider par le médecin. Donc Cap Emploi pourra aussi, avec l'avis du médecin du travail, si nécessaire, aider l'employeur à formaliser une demande de financement auprès de la GFIP ou du FIP. AGFIP si c'est un employeur du secteur privé, FIP si c'est un employeur du secteur public. Voilà, donc une démarche d'aménagement de poste de travail, c'est aussi l'occasion pour un employeur de faire évoluer son organisation, son fonctionnement, d'en faire bénéficier les autres salariés par l'amélioration des conditions de travail, hygiène, sécurité, mais aussi par des gains de productivité. Donc, c'est important que l'employeur et la personne en situation de handicap qui va se faire recruter, qu'elles sachent qu'elles peuvent être conseillées, accompagnées et soutenues financièrement, voilà, dans cette démarche, qu'il existe bien évidemment des solutions et des financements. Voilà, donc c'est cette action d'aménagement de poste de travail est totalement inscrite dans la mission de la GFIP, et qu'elle s'exprime en étroite collaboration avec ses partenaires, État, la Directe, l'assurance maladie, la MSA aussi, et puis la médecine du travail. Voilà ce que je pouvais dire sur l'aménagement des situations de travail. Merci Antoine Malzieu. Un grand merci aussi à Guillaume Batz, Jérémy Ferrari, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui a beaucoup participé à l'écriture de ces scénarios, et Philippe Croison, qui était un peu l'invité surprise, puisqu'on ne l'attendait pas, mais on a eu le plaisir de le voir jouer, et c'était vraiment un plaisir pour nous. Alors merci à tous les trois pour ces clins d'œil humoristiques. Donc, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées 2020 se passe en période de confinement. Au départ, 120 actions de sensibilisation étaient prévues sur l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine. Avec le reconfinement, les partenaires se sont fortement mobilisés pour s'adapter au contexte sanitaire. Et je crois que près de 100 actions ont été maintenues sur des lieux multiples. Kevin, quel est le programme de la SEPH Nouvelle-Aquitaine? Tu n'as pas ton micro, Kevin. Attends, pour moi, c'est bon. Du coup, donc oui, nous allons pouvoir vous présenter le programme de la SEPH Nouvelle-Aquitaine. Donc un programme riche de près de 100 actions en effet, donc une forte mobilisation de plus cette année. Je crois qu'il y a une petite erreur sur le média partagé. C'est le même. Donc un programme très riche avec des actions adaptées aux circonstances sanitaires. Un programme donc qui est composé donc de différentes parties, 3 parties. Donc le voici. Donc 3 parties. Donc ce programme s'est voulu par secteur territorial en fait. Donc le secteur nord pour le département de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Charente-Maritime. Le secteur sud pour la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Et le secteur est pour la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze et la Dordogne. Donc, sur l'ensemble de ces actions qui sont encore une fois plus très nombreuses, donc qui témoignent de la forte mobilisation de notre région pour chaque édition de la SEPH, on retrouve de nombreuses actions adaptées aux circonstances, donc beaucoup de visioconférences, de webinaires, toujours les traditionnels donc job dating et forums, mais cette fois-ci adaptés en distanciel. Nous aurons de nombreuses vidéos sur les sites des structures organisatrices. Nous avons donc également plusieurs actions de sensibilisation en interne, notamment dans de nombreuses agences pour l'emploi. Et enfin, nous avons aussi de nombreuses actions en présentiel qui ont pu être maintenues, bien entendu, dans le respect des règles sanitaires. Voilà, sur ce programme, vous retrouvez donc pour chaque secteur, pour chaque territoire, les différentes actions, les structures organisatrices, les modalités de participation. Et vous avez donc l'ensemble de ce programme sur le site, téléchargeable sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine.
Outre ces actions SEPH, il est bien de rappeler également que cette année, nous accueillons le Duo Day, donc ce jeudi, avec toutes les informations nécessaires sur duodé.fr et au numéro vert 0800 386 329. Alors Pascal, après des risques, le directeur régional de la Directe Nouvelle-Aquitaine n'a pu se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons techniques. Cependant, il se joint à moi pour remercier par avance l'ensemble des acteurs, des intervenants et des participants à toutes ces actions proposées partout sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. C'est à nous tous de faire vivre cette semaine du handicap. Téléchargez le programme de la SEPH tel qu'il vient vous être présenté, mais difficilement lisible sur écran. Il est disponible sur le site du plan régional du PRTH. Et n'oubliez pas donc le Duo Day le 19 novembre. Ça sera un Duo Day un peu particulier cette année, puisqu'effectivement, les rencontres en présentiel risquent d'être un peu décalées. Mais rien n'empêche de prendre des premiers contacts en vidéo pour concrétiser des rencontres sur un temps ultérieur. Donc, bonne semaine à tous et à tous. Et encore merci de votre participation. Donc, ce webinaire arrive à sa fin. Merci à tous, merci aux intervenants. Merci à Karine pour sa traduction. Et voilà, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ce webinaire sera visible en replay et téléchargeable sur le site du PRITH Nouvelle-Aquitaine. Voilà, pour ma part, merci et puis bonne SEPH et bon DUOD à tous. Merci à tous. Merci, bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir.